Bonjour à tout le monde. Au nom de Propulsion Québec et de l'accélérateur de transition, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Donc, les plus perspicaces d'entre vous auront sûrement constaté que je ne suis pas Normand Mousseau. Normand est pris et à l'extérieur pour, comme je dis, sa job de jour, chercheur en physique des particules. Je suis Louis Baumier, directeur exécutif de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal, et j'ai le plaisir d'être votre animateur pour ce webinaire. So for our English-speaking participants, this webinar will be in French. It is a first for the Transition Accelerator, but I am told that it won't be the last, so stay tuned for more to come for webinars in French. Donc, j'aimerais débuter ce webinaire par une reconnaissance territoriale au nom de l'accélérateur de transition, dont les collaborateurs se trouvent dans plusieurs provinces. Donc, l'accélérateur de transition reconnaît les territoires traditionnels des peuples autochtones sur lesquels nous travaillons et vivons. Nous reconnaissons et respectons les relations continues que les peuples autochtones entretiennent avec la Terre et nous nous engageons dans le processus de réconciliation. Sur une note plus personnelle, moi j'aimerais ajouter que, puisque notre auditoire est effectivement répartie à travers le Canada, ici vous voyez une carte tirée du site nativeland.ca. Et j'aimerais qu'on prenne conscience que ce territoire, à l'arrivée des Européens, ce territoire n'était pas la terra nullius qu'on nous décrivait, à tout le moins qu'on m'a décrit, moi, quand j'étais plus jeune, mais c'était plutôt un continent pleinement occupé et de nombreuses nations se partageaient ce territoire et le parcouraient, notamment pour y faire commerce. Et ça me semble important de rappeler ce fait alors que justement le webinaire d'aujourd'hui traitera de l'économie du transport. Donc, le webinaire qui s'intitule « Le rôle des intermédiaires indépendants dans la construction d'une économie compétitive et propre, leçons tirées de Propulsion Québec ». Pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Victor Poudelet, qui est le vice-président développement et opération Propulsion Québec. Et je tiens d'ailleurs à remercier Propulsion Québec pour leur collaboration à ce projet. Et Bruno Arcan, qui est candidat au doctorat à l'École d'administration publique et de politique gouvernementale de l'Université Carleton. Il est d'ailleurs l'auteur principal du rapport Évaluer l'impact de Propulsion Québec, qui a été publié hier et qui est disponible pour téléchargement sur le site de l'accélérateur de transition et dont le webinaire aujourd'hui vous donnera un avant-goût. Les autres co-auteurs de ce rapport, je tiens à le souligner, sont Bentley Allen et Derek Eaton, tous deux travaillant pour l'accélérateur de transition. Donc, à propos de ce webinaire, puisque l'impératif climatique demande que nos économies visent la carboneutralité et que les limites planétaires nous imposent d'utiliser les ressources naturelles efficacement, les gouvernements souhaitant maintenir la prospérité doivent donc repenser l'économie en respectant ces contraintes. Donc, un exemple d'initiative prise par les gouvernements en ce sens, c'est le Québec et la question de la filière batterie. Donc, les chiffres qu'on avance, là, on parle de 16 milliards de dollars en investissement et plus de 6 000 emplois qui seraient créés. Et ces chiffres impressionnants, en fait, n'auraient pas été possibles s'il n'y avait été de l'intervention de Propulsion Québec, qui a agi ici qui était l'acteur clé, selon moi, là, à l'origine de toute cette grande tendance, et qui agit comme un intermédiaire indépendant. De la reconnaissance précoce des opportunités économiques dans la fabrication des batteries à l'élaboration de politiques, en passant par la gestion des obstacles institutionnels et l'engagement des parties prenantes, comment est-ce qu'un intermédiaire indépendant peut-il aider à autonomiser le secteur privé, promouvoir les collaborations intersectorielles et répondre avec agilité à l'évolution de la dynamique du marché? Donc, c'est à cette grande question, en fait, que répondront nos deux panélistes. Avant de leur céder la parole, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans sous l'onglet Q&A ou questions-réponses disponible dans l'interface juste au bas de l'écran. Et on y répondra un peu plus tard une fois la discussion amorcée. Donc, sans plus tarder, j'aimerais offrir un premier temps de parole à nos deux panélistes. Je commencerai avec Victor Poudelet. Je vous demanderai de vous présenter et peut-être d'offrir une première réponse ou en fait nous expliquer qu'est-ce qu'est Propulsion Québec et qu'est-ce que c'est qu'une organisation intermédiaire et son rôle dans le développement industriel. Victor? Merci beaucoup, Louis. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent en si grand nombre. Désolé, premièrement, pour ma voix un peu nasillarde, pardon. J'ai été testé positif ce matin à la Covid, donc je vais essayer de ne pas trop parler du nez pendant cette heure-là. Donc,
comme lui, il a dit, donc je suis vice-président développement opération chez Propulsion Québec. Propulsion Québec est ce qu'on appelle la grappe industrielle des transports électriques et intelligents du Québec. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé autour de novembre 2017 à l'initiative du gouvernement du Québec et de l'industrie. Bon, des grappes industrielles, on n'est pas la seule au Québec. C'est un modèle quand même assez propre au Québec. Nos compatriotes français appellent ça en bon français des clusters. Ici, on appelle ça des grappes industrielles. Dans le reste du Canada, il n'y a pas vraiment d'organisations similaires. Souvent, ça va être des associations industrielles ou des groupes de représentation, mais qui n'ont pas forcément la même mission et la même structure que les grappes industrielles, comme on va vous le présenter dans la prochaine heure. Mais au Québec, ici, il y en a à peu près une douzaine dans les principaux secteurs stratégiques de l'économie québécoise, que ce soit donc l'industrie des transports zéro émission comme nous, que ce soit dans l'aéronautique, l'aérospatiale, les sciences de la vie, la mode, la logistique. Bref, il y a différentes grappes là qui sont réparties à l'échelle soit du territoire métropolitain de Montréal, soit à l'échelle du territoire provincial comme Propulsion Québec. Propulsion Québec, premièrement, notre mission à titre de grappe industrielle, c'est vraiment d'accélérer la croissance de l'industrie québécoise des transports terrestres zéro émission et de renforcer sa compétitivité internationale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment jouer trois principaux rôles à titre d'organisme, chapeau, parapluie. Un premier rôle vraiment de mobilisation de l'écosystème, donc de provoquer des rencontres, des activités de réseautage, de maillage, provoquer des discussions entre les différents acteurs d'un écosystème qui peut être morcelé, éclaté à travers l'ensemble de la province, établir des liens aussi avec des partenaires internationaux, puis mettre en relation les entreprises d'ici avec des partenaires et d'autres organisations qui sont en dehors du secteur. Deuxième rôle, c'est vraiment tout ce qui est rayonnement et influence. Donc, c'est de se positionner comme étant la voix de l'écosystème, euh, prendre ou représenter et défendre les intérêts donc de l'écosystème québécois des transports zéro émission lorsque c'est nécessaire auprès des différentes instances gouvernementales, quel que soit le palier au niveau municipal, régional, provincial ou fédéral, et de toujours, puis c'est un peu l'objet du webinaire aujourd'hui, avoir une connaissance, puis une vision un peu avant-gardiste pour toujours, on va dire, tirer ces différentes parties prenantes publiques et gouvernementales vers l'avant pour continuer à encourager le développement de l'industrie. Troisième rôle, c'est vraiment un rôle d'accompagnement de nos membres et par le biais de projets, par le biais de services, par le biais d'activités, d'initiatives, soit en réalisant des activités, des études d'opportunités, des études de marché ou en réalisant et en pilotant des projets d'innovation et de déploiement technologique pour pouvoir répondre un peu aux grandes questions de l'industrie. Comme vous l'avez entendu, je parle souvent de membres, donc ça c'est un paramètre qui est très important pour les grappes industrielles. On ne vit que par notre base de membership. Donc actuellement chez Propulsion Québec, on tourne autour de 215, 220 membres. Là, ça varie d'une journée à l'autre. On a des nouveaux membres, des gens qui existent, etc. On a trois catégories de membres. La plus grande partie, ce sont les membres industriels donc qui représente environ 65% de notre membership. Ça va de la start-up à la grande entreprise. Dans notre cas, ça peut aller d'une petite start-up de deux personnes dans le domaine de la recharge jusqu'à la grande entreprise comme Alstom qui développe du matériel roulant ferroviaire. Mais on a aussi une catégorie de membres institutionnels. Donc ça, c'est tout ce qui est université, centre de recherche, CCTT au niveau collégial, centre de recherche public comme le CNRC, et d'autres acteurs au BNL et acteurs, soit du milieu du développement économique, soit du milieu de l'innovation. Et une catégorie de membres, ce sont les utilisateurs opérateurs. Donc ça, c'est assez particulier dans notre cas. C'est vraiment les utilisateurs là, des véhicules. Donc ça peut être des transporteurs, des flottes d'autopartage, de vélopartage, des flottes de taxis, donc qui vont vraiment être le bout de la chaîne de valeur. Et enfin, la dernière catégorie de membres, la plus petite, là, ce sont les contributeurs. Donc, c'est tous les autres partenaires qui peuvent graviter autour de cette sphère-là. Donc, on a été créé, comme je le disais, en novembre 2017. La particularité des grappes, c'est que c'est toujours à l'initiative de l'industrie et du gouvernement du Québec. Donc, c'est vraiment un modèle public-privé. Environ 50-60% de nos fonds, autant de fonctionnement que de projets, proviennent des différents paliers de gouvernement. Le reste provient de l'industrie. Donc, soit à travers les cotisations de membership, soit à travers du financement autres. Donc, c'est vraiment un modèle particulier qui nous met dans une position d'acteur, on va dire, bidirectionnel entre les différents paliers de gouvernement, puis
l'industrie, ce qui nous permet de jouer ce rôle-là d'intermédiaire et d'accompagner, qui est la principale, on va dire, différence, et je terminerai là-dessus, avec des associations industrielles, la classique, qui sont vraiment bottom-up, qui sont là juste pour représenter l'intérêt de leurs membres ou des entreprises qui la composent. Voilà. Merci, Victor. Je passerai maintenant la parole à Bruno et de peut-être nous dire est-ce qu'il y a d'autres types d'organisations intermédiaires qui peuvent jouer un rôle semblable ou similaire à ce que fait Propulsion Québec? Bruno Arcan, je suis un étudiant, comme Louis l'a mentionné, au doctorat à Canton, et ma thèse porte sur les politiques industrielles vertes dans le contexte net zéro. Et donc, par rapport aux différents types d'acteurs intermédiaires, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces acteurs-là peuvent prendre différentes formes. Essentiellement, un intermédiaire, comme Victor l'a mentionné, c'est être dans le milieu, donc dans ce cas-ci, être entre le gouvernement et le secteur privé. Et sans vouloir répéter ce que Victor a mentionné, mais un des éléments importants, et c'est pour ça qu'on appelle des intermédiaires indépendants, c'est qu'ils ne doivent pas être simplement financés via des entreprises privées. Donc, la part publique-privée est cruciale, en fait, pour trouver cet équilibre-là entre les intérêts du gouvernement et les intérêts du secteur privé. Donc, on cherche généralement un équilibre entre, disons, 50-50, ce serait l'idéal. Donc, mais c'est clair que ce genre d'organisation-là peut prendre différentes formes. Donc, ça pourrait être une société d'État, par exemple. Ça pourrait être, dans certains cas, des milieux universitaires. Dans le cas de Propulsion Québec, c'est une grappe industrielle, donc assez similaire à qui a été fait dans d'autres secteurs, donc notamment Aéro Montréal. Une des particularités dans le cas de Propulsion Québec, c'est que Aéro Montréal, quand a été créé, l'industrie était déjà là. On avait déjà les gros joueurs avec l'écosystème. Et là, l'idée, c'était de créer une organisation qui allait aider à coordonner l'effort gouvernemental avec l'effort de l'entreprise afin d'aligner les transformations institutionnelles avec le développement industriel, donc pour maximiser les retombées économiques. Dans le cas de Propulsion Québec, étant donné que c'est dans le transport électrique et donc c'est une industrie émergente, et la filière batterie, évidemment, elle est en train de sortir de terre, mais elle n'est pas encore là d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment le rôle de l'organisation, c'était de faire croître une industrie qui était encore naissante, qui n'avait pas de gros joueurs. Donc, ça ajoute un élément de difficulté en termes d'incertitude. Et puis là, on le voit en ce moment dans le contexte actuel où c'est plus difficile pour le transport électrique. Donc, ça, c'est une des différences. Mais, mais fondamentalement, le rôle de ce type d'organisation-là, donc comme Victor l'a mentionné, un partenariat privé-public, c'est pas unique à Propulsion Québec. Aéro Montréal serait un exemple. Dans d'autres, en Europe, il y a InnoEnergy, qui est aussi une organisation qui rassemble des experts et qui joue un rôle pour coordonner l'effort de l'Union européenne avec les différents membres, États membres de l'Union européenne. Donc là, c'est plus un différent niveau, mais la logique, elle est vraiment similaire. Et il y a, pour rajouter à ce que Victor a mentionné, donc deux rôles vraiment importants. Donc, un des rôles, c'est de catalyser l'information entre le secteur public et le secteur privé. Donc, l'État ne dit pas toujours tout au secteur, aux entreprises, et inversement, les entreprises ne disent pas toujours tout à l'État. Donc, avoir un acteur intermédiaire qui est ni l'État et ni le secteur privé, mais un partenariat entre les deux, bien, peut aller chercher l'information en créant des liens de confiance avec les acteurs pour catalyser l'information entre le secteur privé et le secteur public pour faciliter la coordination et l'alignement des initiatives. Et le deuxième, comme Victor l'a mentionné, mais l'exemple de la filière batterie en est un très bon, c'est de fournir une expertise indépendante au gouvernement, donc de produire des rapports de qualité qui sont renseignés et qui ne représentent pas des intérêts spécifiques, mais qui sont vraiment basés sur des analyses indépendantes pour donner un troisième perspective d'une certaine façon. Donc, éviter que ce soit des entreprises individuelles qui aillent faire du lobby au gouvernement, mais plutôt un acteur intermédiaire qui cherche à représenter l'ensemble de l'industrie, mais également qui est redevable au secteur public. Donc, ça, c'est certains éléments clés des acteurs intermédiaires, mais c'est clair que pour terminer,
La forme institutionnelle peut varier, mais les pratiques que font ce type d'acteurs-là, c'est essentiellement ceux que Victor et moi on a mentionnés. Merci Bruno. J'aimerais revenir sur un des points que vous avez soulevé, vraiment abordé en fait, cette question puisque c'est une filière émergente, là, la batterie, en quoi justement, quels sont les défis quand vient le temps de développer une politique industrielle quand on parle d'un secteur émergent plutôt qu'un secteur déjà en place? Donc, il y a au moins deux grandes différences avec les politiques industrielles, disons, classiques par le passé. Donc, quand on parle de politique industrielle, généralement, on parle souvent de l'expérience des pays asiatiques qui étaient vraiment dans les années 70, 60-70, donc par exemple le Japon, la Corée du Sud. Donc, des pays qui étaient en rattrapage économique, donc une économie axée sur le secteur agricole. Puis là, on cherchait à rattraper les pays occidentaux en voulant stimuler le développement industriel. Et essentiellement, cette stratégie de rattrapage-là, c'était de limitation technologique, donc d'adopter les technologies utilisées dans les pays occidentaux. Donc, pensez par exemple au secteur automobile. Je veux dire, la technologie, essentiellement, elle n'a pas tant changé durant les 100 dernières années. Donc, c'était vraiment essayer d'adopter ces pratiques-là. Là, aujourd'hui, la différence, c'est qu'on est davantage dans une logique où on cherche à faire émerger de nouveaux secteurs et technologies pour atteindre nos objectifs climatiques. Et ça nécessite de l'expérimentation et une logique davantage d'innovation où il y a plus d'incertitude sur le développement technologique. Donc, dans la façon d'organiser la politique industrielle, il faut s'éloigner du modèle du haut vers le bas, mais avoir une approche plus décentralisée et dynamique où on peut expérimenter, apprendre de nos erreurs et ajuster le tir. Et donc, des organisations comme Propulsion Québec aident à avoir ce dynamisme et cette agilité en favorisant la concertation de l'industrie et en créant des forums qui facilitent les échanges. Et le deuxième point, rapidement, c'est que les politiques industrielles, par le passé, ont souvent été, ont souvent émergé de façon, disons, était un peu fragmenté dans la mesure où certains pays faisaient des politiques industrielles, donc par exemple le Japon ou la Corée du Sud, mais à ce moment-là, les pays occidentaux, eux, étaient dans une logique où on favorisait davantage le marché que les politiques industrielles. Puis la différence aujourd'hui, c'est qu'à mesure qu'on transitionne vers l'économie verte et qu'on doit faire émerger ces nouveaux secteurs-là, ça crée des opportunités économiques et ça fait en sorte que là, aujourd'hui, la plupart des pays à travers le monde se dote de politique industrielle pour aller chercher, capturer ces avantages économiques-là de l'économie verte qui émerge. Et donc là, dans cette situation-là, les pays doivent compétitionner dans un contexte où la plupart des pays, et notamment les gros joueurs, ont des politiques industrielles. Et donc, avoir des acteurs comme Propulsion Québec est vraiment important pour aider notamment les plus petits joueurs, comme par exemple le Québec, à trouver leur place dans l'économie mondiale. Donc, Victor avait mentionné l'importance d'avoir une vision à long terme, d'anticiper les dynamiques du marché et de identifier stratégiquement les segments où on veut se concentrer. Bien, ça, c'est important également lorsqu'on va aller chercher les bénéfices d'une industrie émergente et naissante, d'être stratégique dans la façon de procéder. Donc ça, c'est deux distinctions, je dirais, par rapport aux politiques industrielles du passé et comment Propulsion Québec peut aider à venir élaborer de bonnes politiques industrielles. Victor, vous voulez ajouter à cette réponse? Non, mais effectivement, je pense que Bruno a tout dit. Puis je vais pas devancer d'autres questions, mais ce qu'il faut comprendre aussi et ce qui nous est très cher, je ne sais pas si c'est le cas de tous les organismes indépendants, je ne voudrais pas parler pour les autres, mais Bruno a beaucoup parlé de représentation d'un écosystème. Nous, c'est quelque chose sur lequel on met un point d'honneur, c'est que oui, on fait des représentations, on fait du lobby. On va utiliser les gros mots, on fait du lobby. On est inscrit au registre des lobbyistes. Vous pouvez le voir, on est même dans le top 15 du Journal de Montréal des lobbyistes les plus actifs. Mais on va toujours le faire au nom d'un écosystème. On prendra jamais, on fera aucune représentation au nom d'une entreprise. Ça, on laisse les entreprises, ils ont des cabinets de consultants en relations gouvernementales, ils sont là pour gérer leur bracelet de linge. Tout ça, nous, on est là pour parler au nom d'un groupe. Et ça, c'est très important et c'est ça qui fait aussi qu'on est
écoutés d'une autre façon par les différents décideurs politiques ou même les différents membres de l'administration gouvernementale, quels que soient les paliers, parce qu'ils savent que quand ils nous parlent, nous, on ne va pas parler au nom d'un acteur, d'une entreprise, petite ou grande, qui a un problème actuellement qui chiale, mais on parle au nom d'un écosystème, on parle au nom de la famille. On est vraiment là pour adresser les enjeux écosystémiques, les enjeux familiaux, si on peut faire une comparaison, pour faire en sorte que s'il y a des choses qui se débloquent, que ce soit grâce à une politique industrielle ou à travers d'autres mesures plus ciblées, que c'est une répercussion le plus large possible sur l'écosystème, évidemment industriel, mais aussi sur les autres acteurs d'un écosystème. Je l'ai dit là, que ce soit les institutions, les centres de recherche ou les autres acteurs là, qui gravitent autour des entreprises privées. Justement, vous parlez pas nécessairement au nom de vous parlez au nom de la famille et pas nécessairement au nom de membres, mais est-ce que vous voyez est-ce que la pertinence d'un groupe comme Propulsion Québec est plus, et cette pertinence est-elle plus grande pour les plus petits joueurs ou pour les plus gros? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas des risques que les gros joueurs cannibalisent un peu ou orientent un peu le message, prennent trop de place dans cette discussion de famille? Oui et non. Ça, c'est notre rôle à travers différents mécanismes qu'on a à l'interne, justement, pour nous assurer d'une certaine représentativité. Ça commence par notre CA. Dans nos règlements généraux, il y a un certain nombre de places nous, notre, euh, notre membership, il est classé, donc je l'ai dit, il est par catégorie d'organisation, mais après par taille. Et donc, dans notre CA, on a un certain nombre de sièges pour des petites organisations, des moyennes, des grandes, des très grandes. Puis, c'est pareil aussi dans toutes nos communautés d'intérêt ou dans nos groupes de discussion, on s'assure d'avoir la représentation. Et donc, vous pouvez avoir un entrepreneur qui travaille tout seul dans son garage où ils sont deux, trois à travailler sur une nouvelle technologie, qui peut être assis à côté du responsable du développement et de la R&D de chez Alstom. Là, je reprends Alstom qui est un peu le plus gros acteur, nous, dans notre écosystème, en termes de taille, en termes d'envergure. Et donc, ces gens-là se côtoient et ça amène justement des très bonnes synergies. Et on se rend compte qu'en fait, très rapidement, que ce soit dans le cas de la filière batterie qui nous occupe aujourd'hui ou dans le cas des autres filières qui composent notre écosystème, généralement, dans une certaine mesure, les problèmes des plus petits vont aussi concerner les plus gros et les problèmes des plus gros vont concerner les plus petits, mais c'est juste peut-être des envergures de problèmes qui sont différentes. Que ce soit des problèmes de financement, d'acceptabilité sociale, de mise en place de procédés, d'accès à des matières premières, etc. Tout le monde va avoir peut-être parfois ce genre d'enjeu, mais avec des envergures différentes, dépendamment de si vous êtes une grande entreprise ou une petite entreprise. Donc, on fait attention à ça justement pour éviter, et vous avez raison, c'est un risque dans lequel on peut tomber, qui peut se concrétiser là si on fait juste écouter nos gros acteurs, nos gros membres qui peuvent avoir un poids. Bon, évidemment, ça résonne et ils résonnent plus, mais généralement, ils résonnent plus parce que de par leur taille, ils vont avoir un effet rebond aussi sur un grand nombre de petits acteurs dans leur chaîne d'approvisionnement, dans leur chaîne de valeur. Donc, c'est pas parce qu'ils sont gros qui parlent plus fort qu'on les écoute plus, c'est parce que si lui a un problème ou s'il y a un enjeu, ben, ça peut peut-être se répercuter sur un grand nombre ou un certain nombre d'acteurs plus en amont. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important de les écouter et de bien saisir là. Et généralement, en tout cas chez Propulsion Québec, après un certain temps, les membres, les entreprises, les institutions comprennent vite ce jeu-là. Et ils gèrent de leur côté leurs affaires personnelles, leurs problèmes personnels, si on peut dire ça comme ça. Mais dès qu'ils savent, dès qu'ils se disent, ah ben ça, tiens, ça va peut-être concerner d'autres entreprises, des compétiteurs ou d'autres partenaires qui sont dans d'autres segments de l'industrie, ben, tout de suite, ils viennent nous voir. Et au final, le paradoxe, c'est que c'est souvent les plus petites organisations qui nous tirent le plus de jus en termes de ressources, qui nous sollicitent plus, parce que vous êtes une PME de 50 employés, vous n'avez pas une direction de communication de 50 personnes, vous n'avez pas des gens d'affaires gouvernementales, donc vous n'avez pas ces ressources-là que les grandes entreprises pourraient avoir. Elles vont nous utiliser, puis elles vont encore plus s'appuyer sur les différents outils, représentations qu'on va faire. Là où les grandes entreprises ont parfois certains canaux, certaines capacités là, à se positionner auprès de différentes parties prenantes. Justement, je pourrais continuer sur ça. Dire, les gros joueurs, effectivement, peuvent se passer d'une organisation comme Propulsion Québec, puisqu'ils ont l'oreille peut-être
façon, une oreille plus attentive de la part des gouvernements. Et à part qu'au Québec, le reste du Canada n'a pas ces organisations intermédiaires semblables, à tout le moins pas dans le transport et même dans la question des politiques industrielles. On n'a pas mis ça beaucoup ailleurs au Canada. Alors, est-ce qu'on serait à la même place si on n'avait pas eu Propulsion Québec? Et en fait, sachant que, par exemple, que dans la filière batterie, l'Ontario a attiré autant d'investissements, peut-être même plus que ce qu'il y a au Québec. Et donc, est-ce qu'on serait à la même place si on n'avait pas eu Propulsion Québec? Puis je reviens sur ma question, en fait, des petits joueurs. Est-ce que c'est de se concentrer sur les petits joueurs n'est pas plus pertinent, utile? Et en quoi c'est utile, sachant que l'Ontario a autant d'investissements dans la filière batterie qu'ici? Alors, c'est sûr qu'après, ça tombe dans du développement économique. Donc, c'est sûr que se concentrer sur des petits joueurs, bah, les retombées économiques vont être d'une plus petite envergure et vont prendre plus de temps pour pouvoir devenir importantes et avoir un réel impact. C'est sûr que c'est important. Et non, je ne pense pas, juste pour vous reprendre, Louis, je ne pense pas que les gros joueurs peuvent se passer d'une organisation comme Propulsion Québec ou même dans l'aéro. Je suis sûr que vous parleriez à mes équivalents à Aéro Montréal qui ont des Pratt et Whitney, des Bombardier. Je veux dire, ces gens-là sont des membres fondateurs et sont encore très actifs dans la grappe industrielle malgré leur statut parce que ils croient en ce besoin d'avoir un acteur indépendant comme une grappe industrielle. Donc, je pense pas que justement les gros joueurs c'est juste qu'ils ont plus de capacité à gérer certaines choses, on va dire, en interne. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Après, est-ce que le Québec serait là où il est aujourd'hui sans Propulsion Québec? C'est difficile de répondre très simplement à cette question-là. Je dirais non, mais bon, c'est difficile à savoir. Pour prendre l'exemple de la filière batterie, en étant arrivé dès début 2018, là, j'ai été vraiment témoin de tout l'exercice. Ça a commencé dans une de nos premières rencontres. On appelait ça des rencontres de chantier, genre chantier R&D, là, innovation, où là, on avait tous des membres. On avait une quarantaine de membres qui étaient devant nous, qui représentaient des fabricants de véhicules, qui représentaient certains acteurs dans l'industrie minière, dans le lithium, etc. Puis la question, c'était, on est bon pour faire des véhicules électriques, on est bon pour faire transformer des minéraux, on commence à jouer un peu avec des composants de batterie. Est-ce qu'il faudrait que le Québec se positionne là? Parce qu'en 2018, il n'y avait encore pas grand monde, là, puis vous pourrez le voir là, dans le document de Bruno, là, il a documenté un peu l'ordre chronologique des grandes politiques industrielles dans le domaine de la filière batterie. Là. Il n'y avait pas grand monde encore qui s'était positionné. Et donc, et donc, notre rôle à nous, ça a été de faire une première étude là, qui est disponible sur notre site web, qui a été finie au printemps 2019, pour vraiment voir, OK, est-ce que le Québec a encore des opportunités? Est-ce que le Québec pourrait se positionner sur l'échiquier mondial? Parce que dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de la filière batterie, c'est vraiment une game qui se joue à l'échelle mondiale. Et la réponse était oui. Et résultat, très rapidement, l'été 2019, rencontre avec nos différents partenaires gouvernementaux dans l'administration, au niveau politique, pour leur présenter les résultats, puis leur dire, faut bouger là, parce que si vous voulez qu'on saisisse ces opportunités-là, avec certaines estimations qu'on avait faites, il faut bouger parce que c'est ça, on a des éléments distinctifs, on a des éléments qui peuvent nous positionner, mais il ne faut pas perdre de temps à débouler après toute la stratégie, enfin la mise en place d'une stratégie entre 2019 et 2021-2022, qui a fait en sorte que le Québec aujourd'hui, où vous allez dans un gros show en matière de mobilité zéro émission, aujourd'hui les gens connaissent l'exemple du Québec et connaissent le positionnement du Québec. Par rapport à votre question sur les autres provinces, l'Ontario, pourquoi plus en Ontario, pourquoi plus ici? C'est sûr que dans le domaine de la batterie, le marché est quand même très tiré par l'avant par l'industrie automobile. Bon, ça fait une dizaine d'années, je pense, ou un peu plus, qu'on n'a plus de manufacturier automobile au Québec. Je pense que le dernier était GM. D'autres se sont cassés les dents avant. Et donc, on n'a pas la présence de ces acteurs-là dans notre écosystème là, qui se restreint aux frontières du Québec pour jouer ce rôle de traction et d'avoir cette capacité manufacturière qui va attirer des approvisionnements, qui va attirer des besoins en termes de composants et éventuellement de batteries. Ce qu'a l'Ontario, puisqu'on le sait, le bassin de l'automobile canadien est en Ontario, puis c'est un bien grand mot, il est de l'autre bord du pont là, de Détroit, il est à Windsor, il est très concentré là. Donc, l'Ontario étant très vaste, est-ce que c'est vraiment une force de l'Ontario? Je ne sais pas, c'est vraiment une force plutôt d'être de l'autre bord du pont, puis de sûrement avoir des avantages fiscaux pour ces entreprises-là.
Donc, et c'est pour ça, puis je me rappelle encore là, quand l'ancien ministre de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbon, s'était fait questionner là-dessus, sur le positionnement. Il disait toujours qu'on était très complémentaires avec l'Ontario. Premièrement, parce qu'on n'a pas les mêmes usages. L'Ontario et de l'automobile, nous, on est tout ce qui est véhicule spécifique. On fabrique de tout, sauf des voitures au Québec, de la trottinette au train, en passant par des autobus scolaires, des camions légers, moyens, lourds, des véhicules outils. On fabrique toutes sortes de choses. Et on a vraiment tout le upstream, donc tout ce qui est, on va dire, avant la cellule. Parce que tout ce qui est fabriqué, la batterie en tant que telle, une batterie, ça pèse très lourd, c'est une matière dangereuse. Il faut que ça soit fait dans la cour arrière de l'entreprise qui assemble les véhicules parce qu'ils ne veulent pas transporter des batteries pour rien. Donc, de toute façon, il y allait avoir une distinction entre l'Ontario ou d'autres juridictions et le Québec parce que nous, on le savait depuis 2018 qu'on ne fabriquerait jamais de batterie pack au Québec. Ça ne ferait pas de sens économiquement. Le marché ne l'accepterait pas. Ça coûterait bien trop cher à transporter, à gérer et tout ça. Donc, nous, on devait se concentrer sur le upstream, donc des minéraux jusqu'aux cellules environ, pour pouvoir vraiment se positionner là, et mettre en valeur aussi notre expertise dans ces domaines-là qu'on avait acquis. Donc, je pense que je ne sais pas si, pour répondre pour revenir à la question, je ne sais pas si le Québec serait là, si Propulsion Québec elle n'avait pas existé, mais c'est sûr que on a été l'étincelle, puis après ça, on a poussé pour pouvoir faire en sorte que ça se concrétise jusqu'à ce que ça soit, on va dire, internalisé là, dans l'appareil gouvernemental avec les différentes ressources qu'ils ont. Bruno, vous voulez ajouter à cette question? Euh, Tout est. Victor a tout dit. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter. Je dirais juste seulement que c'est ça, en termes de. C'est bien important de comprendre le point de départ, et Victor l'a mentionné, le point de départ n'était pas le même pour le Québec, c'était de s'insérer dans cette industrie-là alors que l'industrie est déjà en Ontario, donc ça, c'était une difficulté. Et la transformation des minéraux critiques et avec le développement d'une chaîne de valeur intégrée était vraiment importante pour attirer ces industries-là. Donc ça nécessitait une bonne compréhension de l'économie mondiale parce que, évidemment, en ce moment encore, la capacité de transformation des minéraux critiques est concentrée en Asie et notamment en Chine. Et ça, plusieurs personnes ont vu que ce n'était pas durable à long terme. Donc, il fallait diversifier cette capacité-là. Donc là, le Québec a vraiment misé sur ses forces pour développer les minéraux critiques et ensuite attirer les entreprises. Puis je mentionnerai simplement l'exemple de Bécancour, qui est un bel exemple où on voit là, la coordination entre les différentes entreprises. Par exemple, Nemaska Lithium, qui de la mine jusqu'à son usine à Bécancour, transforme le lithium, puis là, a signé une entente pour vendre son lithium à Ford pour produire les cathodes, puis ensuite, donc, puis même chose avec Nouveau Monde Graphite. Donc, on voit vraiment une chaîne de valeur qui est intégrée, qui est coordonnée et qui est concentrée dans un hub qu'on appelle à Bécancour. Et donc, il n'y a pas vraiment, c'est différent un peu en Ontario, et comme Victor l'a mentionné, parce qu'il se concentre sur différents maillons de la chaîne d'approvisionnement. Mais je pense que cette particularité du Québec joue dans ses forces. Et voilà, donc je rajouterais juste le fait que c'est bien important de bien comprendre où on se positionne dans la chaîne d'approvisionnement et où on se complémente et où on compétitionne avec l'Ontario. Merci. Ce que vous présentez comme une force, on pourrait le voir d'une certaine façon comme aussi une faiblesse, là, à savoir si on a toute cette chaîne-là. Tu sais, Nouveau Monde Graphite, c'est toujours pas en opération, il y a encore beaucoup d'enjeux. Mais justement, il y a encore beaucoup d'incertitudes dans toute cette filière-là. Là. C'est un secteur qui est tu sais, hautement incertain parce que c'est justement quelque chose qui est encore en développement. Il y a encore beaucoup de R&D à faire. Euh, donc, le rôle, dans un contexte comme ça, là, comment est-ce que le rôle de Propulsion Québec, ou quel rôle joue Propulsion Québec? Est-ce que son rôle devrait évoluer? Et si oui, comment? Ben, par rapport Ben, à ça, Ouais, on va commencer par Bruno. ouais, excuse. Eh ben, je dirais simplement que dans ce cas-ci, je pense que c'est de davantage stimuler des partenariats entre la recherche et les entreprises. Donc, de ce que fait, par exemple, Nouveau Monde Graphite, et vous avez raison, Louis, c'est pas. L'usine n'est pas encore en opération, donc c'est encore en construction, puis il faut s'assurer que l'exécution soit efficace. Mais je pense qu'il faut davantage de ces coopérations-là entre les centres de recherche et les entreprises pour développer des brevets
et des innovations et ensuite les faire croître. Donc, dans le cas de Nouveau Monde Graphite, c'était un partenariat avec Hydro-Québec qui les ont aidés justement à développer leur technologie. Puis si on regarde à l'échelle, par exemple, nord-américaine, en ce moment, il y a une mine de graphite en opération en Amérique du Nord et c'est au Québec. Et si on voit ce que a signalé l'administration américaine, c'est qu'il n'y aura plus de graphite en provenance de la Chine qui en ce moment transforme presque 100% du graphite dans le marché à partir de 2027. Donc, la demande de graphite va exploser pour permettre aux Américains et au Canada d'alimenter la production. Donc, vous avez raison de dire que c'est incertain, puis il faut mieux exécuter, faciliter la collaboration entre les différents acteurs, mais il faut aussi garder cette vision-là euh, euh, cette vision-là à long terme et regarder dans le fond à l'échelle nord-américaine, parce qu'au final, c'est comme ça qu'on va être en mesure de transformer le transport électrique. On ne produit pas de voitures, donc si on veut avoir des voitures électriques, on va devoir les importer en provenance du Canada et des États-Unis. Mais je pense que le Québec a vraiment un rôle important à jouer, notamment dans l'extraction et la transformation des minéraux critiques et la production de matériaux critiques pour venir alimenter le marché nord-américain. Donc, ce que je dirais, en fait, c'est ça, c'est donc davantage de coordination et de partenariat entre les entreprises et les centres de recherche. Et Nouveau Monde Graphite est un exemple, mais il y en a d'autres, Lithium Technologies également. Et l'autre, c'est vraiment de travailler sur l'exécution pour vraiment faire sortir ces projets de la Terre et atteindre justement nos cibles. Ben, si je pourrais compléter Bruno, donc Bruno a tout à fait raison là dans l'innovation collaborative parce que ça c'est vraiment l'ADN. Puis c'est au Québec, on est une des meilleures places là grâce aux différents programmes de subvention, etc. C'est vraiment très riche là comme pratique et ça permet d'accélérer vraiment le développement technologique. Pour ce qui est des, euh, des projets en fait, accompagner les entreprises puis les aider à sortir de terre, comme si on pourrait caricaturer un peu la chose. Là, ça devient un peu la limite est fine parce on tombe vite dans l'individuel avec peu de retombées écosystémiques. Donc, si on prend des cas, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler dans les journaux de Northvolt, mais des cas comme Northvolt ou comme d'autres entreprises comme Ford, à Bécancour, ou tous ceux qui sont à Bécancour ou ailleurs, quand il en vient des enjeux de déploiement ou de construction ou de mise en opération, c'est très difficile pour un acteur comme nous d'agir parce que généralement, ça va être des éléments qui sont très propres à leur propre projet. Donc là, c'est plus des acteurs comme des Investissements Québec qui vont jouer un rôle de servir de super concierge pour les faire naviguer dans le paysage, on va dire, réglementaire ou leur mettre à disposition des outils financiers adaptés. Par contre, et c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant dans la filière batterie, il reste quand même des enjeux dans ces défis d'opérationnalisation, il reste quand même des enjeux qui peuvent être communs. Et donc, c'est justement ce qu'on essaie de faire en 2024, enfin, pas ce qu'on est en train de faire, c'est de vraiment mettre le doigt sur, OK, dans vos procédés industriels, dans le traitement de vos effluents, dans l'approvisionnement, la résilience de vos chaînes d'approvisionnement, est-ce qu'il y a des points communs que vous avez, là, des bobos communs sur lesquels on pourrait travailler ensemble? Parce que souvent, on dit, là, chaque entreprise, c'est un peu une boîte noire. Parce qu'en plus, il y a énormément de confidentialité, donc c'est très difficile pour un acteur externe de rentrer là-dedans. Par contre, si on se concentre sur ce qui rentre et ce qui sort de la boîte noire, ben ça, généralement, c'est pas confidentiel parce que soit c'est encadré par des permis quand c'est ce qui sort, que ce soit des effluents ou des matières, des choses comme ça, ou soit c'est des chaînes d'approvisionnement. Donc, on essaie de travailler là-dessus. L'autre, dans l'évolution de notre rôle aussi, même si on le faisait depuis le jour 1, mais qui est toujours aussi important, c'est le rayonnement et puis le positionnement des acteurs québécois à l'étranger. Le Québec est très bon pour faire la promotion de ces entreprises. On a la chance au Québec d'avoir des acteurs comme Investissement Québec International qui ont la capacité d'organiser des missions commerciales, des délégations. Ben, on collabore beaucoup avec eux, mais on en organise aussi nous-mêmes certaines dans des secteurs de niche pour nous assurer justement que les entreprises québécoises soient représentées à la bonne place et qu'elles aient les vitrines pour pouvoir faire la promotion de leurs activités, de leur expertise.
Et au-delà de ces actions, on va plus dire de rayonnement international, et si on se regarde plus dans la filière batterie, on essaye d'anticiper aussi certaines choses pour pouvoir aider nos PME ou nos grandes entreprises à se préparer. Le gros sujet de l'heure dans le domaine de la filière batterie, c'est la traçabilité. Puisqu'il y a toutes les barrières tarifaires qui sont mises en place, puisqu'il y a la volonté d'avoir du cobalt qui est sourcé de façon responsable et pas extrait par des enfants en Afrique, il y a ce besoin de mettre en place des mécanismes de traçabilité. L'Europe a mis en place une réglementation qui sera en vigueur à partir de 2027 sur tout ce qu'on appelle le passeport numérique pour certains produits, dont les batteries, qui vont devoir offrir une certaine transparence sur les composants de batterie et les composants du véhicule électrique. Ce n'est pas le cas en Amérique du Nord, ce n'est pas le cas au Canada, ce n'est pas le cas aux États-Unis, mais ça va arriver. Donc nous, notre rôle justement là, c'est de travailler avec les acteurs locaux, s'inspirer de ce qui se fait en Europe, s'inspirer des exigences que vont avoir des OEM, des fabricants de véhicules qui sont généralement mondiaux, pour dire, OK, comment on peut aider nos acteurs ici au Québec à mettre la maison en ordre pour que le jour où le gouvernement veut passer une réglementation qui va au final être en faveur de la filière batterie québécoise parce que ça va nous permettre de mettre en valeur nos avantages économiques et environnementaux grâce à l'hydroélectricité, grâce aux conditions de travail, etc. Comment on s'assure que les entreprises voient ça comme un levier d'accélération et pas comme un bump dans leur croissance ou une barrière à leur croissance. Et donc, c'est de travailler en amont de la mise en place de ce genre de choses, comme les lois VZ2 dans le déploiement de véhicules qui forcent l'achat, enfin la vente de véhicules zéro émission à partir d'une certaine date, comme ça a été mis en place dans les véhicules légers. L'objectif, c'est d'essayer de travailler en amont pour qu'une fois que la réglementation est mise en place, et la réglementation est généralement le dernier moyen, que tout le monde soit prêt et que la réglementation, elle vient juste acter, puis elle vient juste éviter que certains profiteurs puissent déborder ou profiter de la situation. Donc, on évolue comme ça là, dans notre rôle, et ce qui n'est pas évident parce que, évidemment, ça nous demande aussi des ressources. Comme on est un OBNL de 22 personnes, c'est quand même une taille relativement petite, mais on est quand même parmi les grappes une des plus grosses. Ça nous demande beaucoup de ressources pour pouvoir se maintenir. Et évidemment, j'exclus de ça tout le travail qu'il faut faire dans les autres filières, parce qu'on n'est pas la grappe des batteries, on a la grappe des transports électriques intelligents. Et donc, on travaille sur d'autres filières, les véhicules zéro émission, les infrastructures de recharge. Et là, pareil, il faut garder aussi ce rôle-là. C'est justement la question que j'allais poser. Est-ce qu'éventuellement, il n'y a pas est-ce qu'il n'y aura pas un moment donné où il faudra, ou quand est-ce que serait le moment, ou qu'est-ce qui déclencherait une révision de la stratégie chez Propulsion Québec, à savoir est-ce qu'on n'a pas mis trop, par exemple, accordé trop d'importance à toute la filière batterie au détriment de tout ce qui serait justement du transport intelligent avec révision même à la limite révision de la demande, là. Mais est-ce qu'il y a des mécanismes prévus? Est-ce que vous croyez que ça devrait être fait, cette révision-là de la stratégie ou un rééquilibrage dans la stratégie, puis à qui ça devrait revenir, cette Il y a des décision? choses. Ça dépend si vous parlez de la stratégie, le plan stratégique de Propulsion Québec qui guide nos actions propres ou la stratégie gouvernementale puis la politique industrielle. De quoi vous parlez? Parce que c'est quand Et même même dans deux les actions différents. propres, là, c'est-à-dire même dans les OK. actions propres, si on parle, il y a le volet Bon. transport électrique et intelligent, Ouais. c'est effectivement plus que de la batterie, là, parce qu'on peut se déplacer de façon intelligente sans électricité même, hein. La mobilité la plus durable, c'est l'immobilité. Donc, Oui, c'est ça. c'est ça qu'il faut garder en esprit. Et justement, vous voyez, là, on vient comme toute bonne organisation, on fait un plan stratégique triennal. On vient de mettre à jour là, notre plan stratégique qu'on a finalisé au printemps 2024, notre nouveau plan stratégique 2024-2027, qui nous a amené à faire des choix. On était initialement, puis on l'est toujours, la grappe des transports électriques intelligents, et donc on couvrait tout le spectre, autant les véhicules intelligents, les infrastructures intelligentes que tous les aspects de véhicules électriques, infrastructures de recharge, puis batterie. Et là, dans notre nouveau plan stratégique, parce qu'on a une certaine maturité aussi maintenant, parce que aussi, il faut comprendre qu'il n'y a pas de recette là. Non. C'est quoi une grappe? Fait que en mai 2018, quand je me suis joint à l'équipe, on était quatre dans un bureau à WeWork de 8 mètres carrés. On ne savait pas trop ce qu'on faisait. On s'inspirait beaucoup d'Aéro Montréal, des Cotec Québec, qui avaient plus d'expertise et d'anciennes techno. Mais c'est toujours tellement propre et coloré en fonction de ton écosystème que il n'y a pas de recette nulle part. Et donc là, maintenant, on a 6 ans d'expérience, on a quand même une certaine maturité, somme toute. Évidemment, ça reste limité. Mais justement, là, on a fait le choix dans notre plan stratégique, puis c'était un choix qui n'était pas dénué de risque.
de mettre de côté temporairement le volet intelligent pour se reconcentrer. Notre planification stratégique 2023 se reconcentre vraiment sur 3 filières. La filière batterie, parce que ça, il y a encore énormément de choses à faire. Puis, je pense que oui, on dit c'est risqué, il y a des soubresauts, mais personne, à part les acteurs asiatiques, là, ne maîtrise la filière batterie. Là, il faut se garder ça à l'esprit. Aujourd'hui, les leaders dans le monde, là, c'est Samsung, Panasonic, LG, CATL, tous des acteurs coréens, japonais, chinois qui ont 20 ans d'avance sur le monde occidental, le monde nord-américain ou européen. Donc, on n'est pas les seuls à avoir des soubresauts aussi. Il faut faire attention. Parfois, il faut sortir la tête un peu de l'eau, puis pas juste se concentrer sur la première page des journaux locaux. Donc, on a fait le choix de se concentrer filière batterie parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour pérenniser, solidifier. Infrastructure de recharge parce qu'on a un écosystème très riche au Québec, parmi les leaders aussi, autant dans la fabrication que dans le déploiement d'infrastructures de recharge, les VZE, donc les véhicules zéro émission. Et vous voyez, ça, par exemple, c'est aussi un changement par rapport à avant. Avant, on était beaucoup axé sur les véhicules électriques, donc les véhicules à batterie. Sauf que il y a différentes technologies qui arrivent tranquillement sur le marché, comme l'hydrogène. Et donc, c'est pour ça on s'est repositionné en parlant de véhicules zéro émission pour pouvoir accueillir, surveiller, anticiper, accompagner les différents acteurs de, par exemple, la filière hydrogène qui pourrait émerger, qui pourrait se développer parce que, puis on ne rentrera pas dans le débat, c'est quoi l'avantage de l'hydrogène versus la batterie, mais c'est une autre technologie qui peut nous permettre de décarboner les transports. Donc, il y a eu un réalignement comme ça qui a été fait là dans notre planification stratégique, justement en disant, bon, ben, les véhicules intelligents, tout ce qui est véhicules autonomes, etc., c'est un choix, on le met de côté, on a perdu des membres, il y a des gens qui sont retirés du membership à cause de ça, c'était un choix délibéré, puis on s'y attendait. Pour ce qui est des politiques industrielles, oui, les politiques industrielles doivent, et puis je vais laisser peut-être Bruno répondre à ça, mais ma vision personnelle, c'est qu'une politique industrielle va être efficace seulement si elle est sur le long terme. Oui, il faut la mettre à jour, il faut s'adapter, mais il faut la garder. Parce que si on change les priorités gouvernementales, quel que soit le palier de gouvernement, à chaque mandat, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on est dépendant d'hommes et de femmes politiques qui sont généralement élus pour des mandats de 4 ans. Si on change à tous les 4 ans, pour l'entrepreneur, là, c'est l'enfer. Il faut lui donner de la prévisibilité. Donc, il faut que ces politiques-là, elles restent en place. Et même si on se casse certaines dents, même si c'est plus difficile, il faut persévérer parce que, à moins que le marché nous donne vraiment un vent contraire, mais ce n'est pas le cas du tout dans les véhicules électriques, il faut continuer pour pouvoir persévérer parce que c'est un marathon, là, c'est pas un sprint. Justement, c'est exactement la question que je voulais poser à Bruno, hein. Comment est-ce qu'on peut justement augmenter l'impact et le rôle d'une organisation intermédiaire comme Propulsion Québec là, pour pour avoir un plus grand impact sur les décisions des gouvernements, là, mieux conseiller les gouvernements? Qu'est-ce qui devrait être fait? Ben, je dirais au moins deux pistes intéressantes. La première, c'est de continuer à produire des rapports de qualité pour vraiment documenter les enjeux et les pistes de solutions potentielles. Donc, vraiment de travailler en concertation avec les industries pour bien connaître les obstacles auxquels elles font face. Et évidemment, ces obstacles-là vont évoluer à travers le temps. Par exemple, dans le cas de la filière batterie et notamment des minéraux critiques, on voit que là, la baisse des prix mondiaux de plusieurs minéraux critiques est un problème. Donc là, de voir comment on peut ajuster la stratégie gouvernementale. Donc, avoir cette approche dynamique-là où il faut avoir une organisation qui est permanente et qui va continuellement entretenir le dialogue et ajuster les politiques publiques, c'est extrêmement important. Et donc, de vraiment développer cette expertise-là, produire des rapports de qualité qui vont venir ensuite documenter les enjeux au gouvernement et essayer de les convaincre qu'il faut agir. Donc, je pense que je dirais, l'expertise et produire du savoir, c'est extrêmement important pour venir documenter les recommandations et évidemment faire la distinction entre ce qui est juste du lobby, et là, Victor l'a mentionné à plusieurs reprises, du lobbying de juste quelques industries avec ce qui est bon pour l'industrie en général et l'intérêt public. Donc ça, je pense que c'est un gros morceau. Et, et le deuxième, c'est de continuer en fait à travailler sur la coordination entre les acteurs de l'écosystème. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, je les invite à aller voir la feuille de route développée par Propulsion Québec, qui vraiment identifie des thèmes clés avec une liste d'initiatives
et avec un agenda et une date précise pour les atteindre et avec des mécanismes qui permettent de vérifier qu'on atteint les objectifs, puis si on ne le fait pas, bien, on ajuste le tir. Donc, ce genre de structure-là, de coordination où on consulte et on travaille de façon collective avec l'écosystème, puis on se donne des outils pour coordonner nos actions, pour anticiper les obstacles. Par exemple, vous avez mentionné, Louis, les besoins de la main-d'œuvre, ben ça, c'en est un gros enjeu où il faut anticiper les demandes et tout ce que ça implique aussi pour les services publics. Donc, ça nécessite une anticipation, une coordination à travers les différents ministères du gouvernement. Et donc, en travaillant sur ces mécanismes-là et en essayant de justement convaincre le gouvernement qu'il devrait lui aussi se doter de mécanismes de coordination similaires au niveau du gouvernement, donc entre les ministères. Donc, évidemment, ce n'est pas dans le contrôle de Propulsion Québec, il n'y a pas de contrôle sur ce que fait le gouvernement, mais on peut donner montrer comment on peut le faire au niveau de l'écosystème, puis essayer de les encourager à faire de même. Donc, je pense que ces deux éléments-là, vraiment développer l'expertise et ensuite développer des mécanismes de coordination, je pense que ça m'apparaît vraiment très important pour la suite des choses pour Propulsion Québec et pour la filière du transport électrique de façon plus globale au Québec. Mais justement, vous m'ouvrez la porte à ma prochaine question, là. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt renforcer le mandat de Propulsion Québec, là? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ce côté-là, puisque justement, demander cette coordination-là pour justement la question de la main-d'œuvre, mettre en place de nouvelles formations, si on attend que ce soit le ministère de l'Éducation qui le fasse, je pense qu'on va certainement manquer le bateau, là. Est-ce que c'est un enjeu, est-ce qu'il y a un enjeu du mandat qu'on donne à Propulsion Québec qui est pas, on lui donne pas les moyens de nos ambitions finalement? On aura toujours besoin de plus de moyens pour pouvoir répondre et malheureusement, on est une équipe avec beaucoup d'ambition et un écosystème qui a beaucoup d'ambition. Donc, je pense pas qu'on puisse avoir un jour les moyens de toutes nos ambitions si on reste modeste. Mais par rapport au mandat, on voit pas de limite, nous, à notre mandat. Vous avez cité la main-d'œuvre, on est très actifs dans la main-d'œuvre. On a mis en place plusieurs initiatives. On avait un chantier main-d'œuvre, on a mis en place une initiative qu'on appelait En route pour justement faire le point. On a fait plusieurs avec différents acteurs, que ce soit des comités sectoriels de main-d'œuvre ou des cégeps, des cartographies en fait de la main-d'œuvre et des besoins de formation et de profession associés à nos entreprises pour pouvoir le faire. Parce qu'effectivement, dans plusieurs secteurs, ce qui est le défi, c'est que la, les métiers sont des nouveaux métiers, donc il faut créer les formations pour les métiers de demain, puis c'est des métiers qui vont évoluer. Donc ça, on a été très actifs, on l'est encore beaucoup, mais je vous dirais, on l'est moins là en 2024 qu'en 2018 parce que ben, on a fait notre travail de, entre guillemets, excusez-moi l'expression, botter le cul de ceux qui devaient le faire, ce travail-là, que ce soit les différents acteurs, les différents ministères, et on a réussi à mettre suffisamment en valeur l'enjeu de la main-d'œuvre pour que les gens se disent comme, ah, ok, mince, il faut qu'on développe des nouveaux programmes, il faut qu'on fasse des choses. Mais le défi, je dis souvent, c'est un peu comme le problème du manque de médecins dans le système de la santé. Ça prend 10 ans à former un médecin. Bon, ben, ça vous en prend 2 pour créer un programme de DEC, et après, ça vous prend 2 ans pour avoir votre première cohorte. Donc, c'est sûr que ça, c'est des enjeux qui vont se régler sur le long terme, et il faut être patient. C'est pour ça que notre rôle, c'était au cours des dernières années, avant même que les entreprises soient établies, ou même si elles étaient encore en phase pilote, d'essayer d'anticiper ça. On collabore beaucoup avec les acteurs de Bécancour qui essayent de créer des programmes de formation évidemment locaux pour les entreprises locales parce qu'il va y avoir un besoin local important, mais beaucoup aussi avec les universités, l'Université Laval, de toutes les universités, Polytechnique aussi, Cégep de Saint-Jérôme aussi, qui est très actif évidemment dans le domaine de l'électrification depuis 20 ans, et plein d'autres. Donc, notre mandat, justement, il est suffisamment large. Notre mandat, il est vraiment d'accélérer la croissance d'une industrie. Donc, tout ce qui va accélérer cette croissance-là, entre guillemets, on peut se permettre de le faire. Donc ça, c'est très large. Puis, un autre exemple, depuis quelques années, depuis 2 ans, un autre portion du mandat, c'est qu'on a mis en place, c'est de gérer des programmes de financement. Donc, il y a certains partenaires gouvernementaux, notamment au fédéral, qui ont mis en place des initiatives
pour s'appuyer sur des tierces parties indépendantes comme nous pour gérer des portions d'enveloppe de financement. Et nous, on a notamment un programme qui s'appelle Recharge Plus, où on gère de l'argent de Ressources naturelles Canada pour déployer des bornes de recharge. Mais parce que pour éviter le trouble aux fonctionnaires de gérer des demandes de 2 bornes au fédéral, ben nous, on gère ces petites choses-là. Et donc là, on a un impact direct dans l'écosystème. On a contribué à déployer plus de 725 bornes de recharge à travers le Québec. Donc, ça, c'est notre portion du mandat qui vient en complémentarité. On n'est pas là pour dire que les fonctionnaires ne savent pas gérer des programmes de financement, mais parfois, ça prend une expertise sectorielle pour pouvoir s'assurer que l'argent est bien utilisé. Et donc là, une tierce partie comme nous, ça peut être intéressant. Et c'est déjà le cas au Québec dans les programmes de financement d'innovation collaborative, où là, c'est les RSRI, les regroupements sectoriels de recherche industrielle. Dans notre cas, c'est Innover ou Prompt qui ont ce mandat-là de gérer de l'argent du MEIE ou d'autres ministères pour financer des projets d'innovation collaborative. Donc ça, c'est une évolution de mandat qu'on a qui s'est faite un peu naturellement. Voilà, je vois que le temps file, il ne reste que 3 minutes avant l'heure. Certains d'entre vous ont des contraintes. Bon, pour terminer, justement, parlant d'accélérer les choses, où est-ce qu'on va à partir de maintenant pour terminer? Est-ce qu'on devrait reproduire ce genre de structure-là dans d'autres secteurs pour mieux aligner l'ensemble de nos politiques? Ou est-ce qu'on doit renforcer certains aspects de ce qu'on fait déjà? Bruno, peut-être? Oui, ben pour terminer rapidement, moi je pense qu'on devrait essayer de reproduire ce genre d'organisation-là à travers le Canada. Évidemment, on doit être sensible au contexte régional. Donc, si on est en Alberta, par exemple, le contexte est évidemment très différent parce que la structure économique, elle est différente et les implications liées à l'électrification du transport le sont également. Donc, il faut être, je pense, sensible à ces dimensions-là. Mais je pense que fondamentalement, le rôle de ces organisations-là, d'agir en tant qu'intermédiaires euh, et en étant des partenariats privés-publics, je pense que ça peut vraiment aider à avoir une approche plus active et stratégique de la part des politiques industrielles au Canada. Donc, vraiment de doter ces organisations-là avec des mandats qui sont clairs, mais tout en ayant une certaine flexibilité pour ajuster le tir et permettre cet apprentissage-là. Donc, l'émergence de la filière batterie, je pense, c'est un bon exemple. Et de travailler, et comme mon collègue Victor l'a mentionné, travailler sur des problèmes concrets. Donc, Propulsion Québec avait 7 chantiers qui guidaient son action avec la création de groupes de travail pour vraiment animer les discussions puis aller chercher l'expertise puis ensuite réunir l'écosystème derrière une vision commune. Je pense que ça, fondamentalement, c'est quelque chose qu'on devrait faire davantage au Canada pour adopter des politiques industrielles qui sont un peu moins réactives, genre que les États-Unis font quelque chose, puis là, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose, donc là, on donne une subvention pour dire qu'on est actif, et se tourner davantage vers une stratégie qui est plus proactive, qui anticipe le marché et fait vraiment des études euh, euh, poussées pour vraiment identifier stratégiquement là où on devrait se concentrer. Donc, je pense que ça, c'est vraiment ce type d'organisation-là peut aider en fait à avoir une politique industrielle qui est davantage active et moins passive et réactive. Merci. Et rapidement, Quelques pour secondes, Victor. moi, je dirais, d'abord, il faut que les priorités gouvernementales, qu'elles soient fédérales ou provinciales, soient claires. Il faut savoir c'est quoi les secteurs stratégiques que tel ou tel palier de gouvernement cible. Parce que il faut que ça vienne quand même d'en haut, parce que si on demande, entre guillemets, à l'industrie, tout le monde va dire que son secteur était stratégique, donc on va s'y perdre. Donc, il faut que le gouvernement fasse des choix. Donc, ça relève du gouvernement de cibler ces secteurs stratégiques. Première chose. Et deuxième chose, qu'est-ce qui doit être fait? C'est de s'assurer aussi qu'on capitalise sur les ressources existantes et qu'on mutualise aussi les efforts. Moi, c'est quelque chose sur lequel on se bat beaucoup parce que sinon, on vient juste faire du bruit sur la ligne. Et on l'a beaucoup vécu là à notre création. Et il faut faire attention parce que nous, on a été créé dans un écosystème qui était quand même, oui, effervescent, mais qui existait déjà. Et il y a beaucoup d'acteurs en développement économique, en développement industriel, en innovation, là, qui ont un rôle des OBNL de tout acabit, qui sont très impliqués dans les écosystèmes industriels. Il faut faire attention là. Il faut aussi donner des mandats clairs, mais dans le sens qu'il faut donner l'importance que ce soit une grappe industrielle qui est le parapluie au-dessus de tout un écosystème ou d'autres OBNL, mais il faut s'assurer de ne pas démultiplier
les OBNL, puis les acteurs de développement ou les acteurs indépendants, parce que sinon, sur le plancher des vaches, les entreprises, elles savent pas, OK, toi, c'est quoi les différences entre Propulsion Québec, la Vallée de la transition énergétique, Accelerate Canada, puis Mobilité électrique Canada, puis l'Association des véhicules électriques du Québec. Et l'entrepreneur, là, lui, il a la tête dans le guidon, il doit rouler ses opérations. Il faut que ça soit clair pour lui. Il faut qu'il ait un guichet unique vers qui se tourner quand il a un problème, puis après que ça soit ce guichet-là qui le prenne en charge et qu'il l'aiguille vers les bonnes ressources. Et ça, c'est ce qu'on a mis en place depuis 1 an chez Propulsion Québec, parce que sinon, les gens décrochent, puis ils ne font plus confiance en ces ressources que nous sommes, qui sont là pour les aider, et finissent par comme rester tout seuls dans leur coin et peuvent justement en payer le prix. Donc ça, c'est donc priorité stratégique gouvernementale très claire pour savoir sur quoi on se concentre. Et deuxièmement, s'assurer d'une certaine consolidation des différents acteurs en soutien à l'écosystème industriel, parce que sinon, ça va être la jungle et tout le monde va être perdu. Un très bon mot de la fin. Je retiens de ça qu'il faut renforcer le mandat de Propulsion Québec. J'en reste convaincu. Je tiens à vous remercier, messieurs. Bruno, Victor, c'est une conversation qui était très instructive pour moi et j'en suis sûr pour l'ensemble des participants et participantes à cet atelier. Et merci encore et j'invite les gens à télécharger le rapport qui est disponible sur le site de l'accélérateur de transition et je vous remercie encore une fois et vous souhaite une très bonne fin de journée. Au plaisir.